Et déjà, le Stacks, bon voilà, c'est tactile, etc. Et là, ils ont sorti un autre truc, tactile, où tu veux vraiment quasiment tout faire comme si c'était une mini tablette, tu vois. Peut-être c'est le ledger restacking. Ça se trouve, il y a des features de Pour ceux qui restacking, ont ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du UX. Donc qu'est-ce que c'est UX, expérience utilisateur, DeFi, comment onboarder le prochain milliard d'utilisateurs dans la DeFi. Donc c'est la question que j'ai envie de te poser Alexis dans ce DeFi Talk. Avant tout... Et que tous les Français se posent. Eh oui, et que tout le monde se pose. Oui. Mais avant tout, je suis chaud que tu m'expliques ce que c'est un DeFi Talk. Ah oui, bah alors ce que c'est un DeFi Talk tout simplement. Donc le DeFi Talk c'est le format où avec Gabriel et moi-même du coup on parle tout simplement de sujets dans la finance décentralisée dans l'objectif de pas forcément arriver à une finalité mais simplement de débattre, faire ressortir des idées et vous faire réfléchir aussi derrière la caméra. Voilà, et du coup moi j'aurais une première question, c'est pourquoi l'expérience utilisateur elle est aussi importante pour la DeFi. C'est une bonne question, je vais entamer rapidement. C'est pas forcément mon expertise, mais du coup forcément je m'y connais à force d'être un peu dedans. Du coup l'expérience utilisateur, on va dire que ça inclut aussi l'UI, qui on va dire l'UI, l'optimisation des interfaces et tout ça. En fait, tout simplement, c'est l'expérience qu'un utilisateur va avoir en parcourant en fait, son parcours client. Donc là, on va parler de parcours client à travers la finance décentralisée, donc l'achat de crypto, l'utilisation de services décentralisés, etc., etc. Et pourquoi c'est aussi important que ça? Tout simplement parce que malgré tout, on a beau avoir la meilleure innovation de la Terre, si elle est mal présentée, si elle s'utilise mal ou d'une façon trop compliquée, personne n'ira dessus. Et ça, on l'a vu à maintes reprises à travers plein de boîtes, je pense que tu ne te diras pas le contraire, mais il y a des boîtes de merde qui vendent leur package super bien. Et c'est ça qui perce, mec, c'est terrible. C'est le plus important. Drop the mic, c'est vraiment ce qui, in fine, est le plus important quand tu fais du marketing. Ouais, totalement, et c'est ça un peu ce qu'on a vu, un peu le problème avec la DeFi, un peu tous les nerds, etc. Vitalik le premier, j'ai beaucoup de respect pour Vitalik, mais ouais, donc lui, il rentre directement dans le sujet, mais pas forcément toujours en expliquant bien la value propre derrière, et en tout cas le use case concret. Et donc ouais, c'est le problème, je pense, qu'on a aujourd'hui dans la DeFi, où en fait on est parfois très technique, même que ce soit dans la présentation, dans le marketing, mais dans la présentation du produit, et aussi d'un point de vue sécurité. Donc en fait, moi j'aimerais aussi aborder un point important, c'est parfois il faut faire un peu le trade-off entre sécurité et UX. Et ça c'est quelque chose qu'on a abordé dans l'interview d'ailleurs avec Nicolas Baca, que vous pouvez regarder. Toujours où est-ce qu'on place le curseur entre à quel point on veut offrir la meilleure expérience utilisateur pour justement les utilisateurs de notre protocole DeFi par exemple, versus à quel point on veut un minimum de risque et un maximum de sécurité. Et ouais, c'est vrai que c'est une vraie question que je me pose, puisque par exemple, les échanges centralisés, eux, ils ont clairement fait tout pour optimiser l'expérience utilisateur. À quel point c'est sécurisé, à quel point ça l'est pas, je me pose la question. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde dit, voilà, les échanges centralisés dominent le marché par leur UX et leur UI extrêmement simplifiés. Comment tu vois, toi, l'avenir de la DeFi par rapport à ça? Alors, j'ai deux remarques déjà à faire par rapport à ce que tu as dit. Ouais. C'est marrant, ça me fait réfléchir. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est qu'en fait, un bon UX présage souvent des gros frais. C'est le cas dans la finance centrale, en tout cas dans les CX, mais pas forcément dans la finance décentralisée. Ce que j'ai observé, c'est que souvent quand on fait la différence, parce qu'on va faire une petite distinction quand même, c'est les plateformes qui permettent de faire du trading, qui elles n'ont pas forcément un UX qui est très simplifié. Donc on peut penser à des Kraken Pro, des Binance Pro, des trucs comme ça. Et après, il y a les plateformes tout simplement qui te permettent de juste faire du broking, donc en fait d'acheter des cryptos sur une interface ou juste acheter-vendre. Et souvent, ils te font la conversion directement. Et là, il faut bien regarder le spread, parce que même s'ils te disent qu'il y a zéro frais, en fait, ils vont te faire acheter ton Bitcoin à un prix bien supérieur. Et alors, c'est hallucinant, mais vraiment, c'est délirant. Il n'y a quasiment aucun spread qui est inférieur à 1%. Ah ouais? Alors, oui, sur n'importe quelle plateforme, quasiment. C'est très rare de voir un spread qui est inférieur à 1% sur une plateforme, on va dire, connue. Il y en a bien sûr, hein, mais voilà. Et en fait, il faut bien regarder ça, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on se fait avoir. Et c'est comme ça qu'ils mangent bien. Moi, je vois aussi, par exemple, eToro, qui est un peu en quelque sorte un échange centralisé. Ils font exactement ça, tu vois, ils mettent un gros spread. Et en fait, ils disent zéro frais, mais en fait, gros spread. J'aurais même pas aimé les citer pendant la vidéo, tellement j'ai honte de leur spread. Désolé pour eux, je les aime bien quand même. Mais moi, je les aime pas, frérot, vraiment. Ouais, c'est vrai que franchement, eToro, gros spread. Et donc, c'est vrai que c'est marrant parce qu'ils disent zéro frais, mais ouais, là où ils font beaucoup d'argent, ils prennent sur le spread. Et aussi, ce qui est ouf, je crois qu'ils te mettent des frais pour hold de l'argent. Donc, en gros, c'est quand tu déposites, ils te prennent un frais. Et quand tu fais un retrait, ils te prennent énormément de frais. Donc ouais, c'est assez hallucinant. Ouais. Oui, parce qu'au final, le parcours d'un utilisateur qui se fait avoir sur le spread,
Il arrive, il se prend 2% de spread à peu près. Classique. Ensuite, il fait une transaction parce que tout à coup, il veut acheter du Bitcoin alors qu'il avait de l'Ethereum. Ensuite, il l'a refait dans l'autre sens parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Et après, il retire son argent. Donc à la fin, Il a perdu 10%. Ouais, il a perdu 8%, 10%. Non mais en vrai, c'est à peu près ça en plus la logique du truc. Donc ouais, ça c'est super intéressant. Et il y avait un deuxième point sur lequel je voulais revenir avec toi. Dans ce que tu as dit, c'était très intéressant. C'est qu'en fait, sur les plateformes décentralisées, en fait, elles sont tellement complexes dans le back-end que en fait, l'image qu'on a voulu donner de la finance décentralisée, c'est des images de petits animaux. C'est pour ça qu'il y a des pancake swap, il y a des licornes, il y a des machins. Metamask, des renards et tout. Et les interfaces, elles sont méga simples. En fait, elles sont aussi simples que des interfaces où juste tu vas acheter, vendre sans te prendre la tête. On dirait un jeu pour enfants de 5 ans, la vérité. En vrai, ouais. La vérité, c'est un peu ça. Mais du coup, ouais, c'est marrant parce que tu vois, on rentre pour le coup pas forcément dans ce cadre où tu te fais avoir sur les frais alors que tu as un UX qui est plutôt bon. Enfin, plutôt bon. Plutôt bon pour nous, on va dire, parce que pour nous c'est simple, mais en effet c'est plutôt compliqué. En tout cas, c'est l'expérience utilisateur en termes de connexion de wallet et tout ça qui est compliqué. Une fois que tu as connecté ton wallet, en vrai, c'est quasiment plus simple que faire un ordre dans un carnet d'ordre. En fait, exactement. Et du coup, c'est pour ça que moi j'ai envie de dire, ce qui est compliqué, c'est l'onboarding dans la DeFi, et c'est sur ça qu'en fait, on doit beaucoup travailler. Parce que une fois qu'en fait tu es bien setup entre guillemets, tu as créé ton DeFi wallet, tu as stocké ta seed phrase, donc en fait tu as fait un peu toutes les étapes les plus importantes. Mais en fait, ouais, globalement, tu es bien setup et c'est très facile, je trouve. Mais ce qui est compliqué, effectivement, c'est l'onboarding et c'est ça, en fait, où moi je trouve il y a vraiment la principale friction parce qu'à l'onboarding d'un échange centralisé, c'est du Web 2. Tu dois en fait créer un compte, email, mot de passe, tu dois faire ton KYC, donc ok, vérification d'identité, mais ça c'est du classique maintenant pour les gens. Et donc, versus download une extension qui est toujours pas mobile compatible pour la plupart, faire une clé privée, etc., stocker ta clé privée, etc. Donc c'est surtout à l'onboarding, moi je trouve, tu vois, qu'on doit vraiment s'améliorer côté DeFi, quoi. En fait, je pense qu'on a habitué les gens, je vais faire un petit aparté sur l'UX, mais en fait on a habitué les gens à être un peu trop confiants. Et en fait les gens du coup ils savent plus forcément ce que c'est qu'une clé privée, et en fait c'est pas la même chose qu'un mot de passe. Et voilà, et c'est sûr que tu as raison que c'est là-dessus où l'onboarding est compliqué en fait. Et après moi un autre point aussi que je voulais aborder, c'est si on essaie de répondre, tu vois, à la question quelle est la meilleure UX, en fait c'est quoi une bonne UX, j'ai envie de dire ça dépend vraiment, en fait, comme ce qu'on disait avant, de l'utilisateur, tu vois, à qui on s'adresse. Et en fait une bonne UX pour un trader pro, et ben voilà, ça va être un FTX. En fait, par exemple, tout le monde vantait FTX qui était une superbe interface, etc. Même si on sait que ça n'a pas très bien fini. Parce qu'en gros, voilà, ultra complexe, ok, mais beaucoup de fonctionnalités. Donc pour les traders pro, c'est super, quoi. Et après, une bonne UX pour justement un novice qui veut juste un peu s'amuser sur la DeFi, faire des choses mais très simples et juste avoir un peu de yield, de rendement, et ben en fait, ça va être quelque chose de totalement différent. Donc j'ai envie de dire, on peut pas dire ah ça c'est une bonne UX, ça c'est une mauvaise UX, ça va vraiment dépendre de le use case et du persona qui est targeté, en fait. Après, tout à l'heure, tu parlais d'extension et de clés privées, tout ça. Il y a quand même aujourd'hui, globalement, à la louche, il y a 3 façons d'onboarder un utilisateur. Soit tu lui fais downloader une extension où il doit s'onboarder avec une clé privée, soit tu lui prends un hardware wallet, donc comme un ledger et tout ça, soit tu fais de l'account abstraction. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ces 2 autres solutions? Moi je pense account abstraction, je suis extrêmement bullish là-dessus. Donc en gros, globalement, moi je vois la value de l'account abstraction, c'est on garde en fait cette sécurité, cette idéologie de la DeFi, de self-custody, etc. Mais c'est juste qu'on va abstraire en fait pour l'utilisateur final, toute cette complexité. Et en fait voilà, donc l'utilisateur il va profiter du service en fait qu'offre la DeFi, tout en gardant cette même idéologie de self-custody et cette même sécurité. Donc ouais, moi je pense que l'account abstraction, très intéressant. Les solutions comme Ledger également, parce que du coup on va avoir une sécurité encore plus renforcée. Et maintenant, on le voit, la Ledger d'ailleurs qui sort de plus en plus de produits tactiles, etc. Donc qui va aussi vers cette UI friendly. Ok, c'est vrai que si on compare en fait le Ledger Nano S, et là maintenant je me rappelle même plus du nouveau nom. Le Stax. Ouais, mais non, mais maintenant ils ont sorti un nouveau truc. Ah oui, j'ai même pas suivi là. Ah ouais. Mais déjà le Stax, bon voilà, c'est tactile, etc. Et là ils ont sorti un autre truc tactile, où tu veux vraiment quasiment tout faire comme si c'était une mini tablette, tu vois. Peut-être c'est le Ledger restacking. Ça se trouve, il y a des features de restacking. Mais non, et ouais, du coup, très intéressant parce que on devient de plus en plus tactile, de plus en plus un peu comme un mobile. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, j'aimerais avoir ton avis sur pourquoi, à ton avis, la DeFi est toujours pas ultra mobile compatible. Est-ce que tu penses que c'est juste qu'on est en retard? Est-ce que tu penses que c'est pour des raisons de sécurité?
Et ouais, comment tu vois l'avenir entre voilà, Ouais. DeFi et mobile, tu vois? Bah, j'allais y venir sur le mobile. En fait, c'est effectivement super intéressant parce que on sait voilà, que aujourd'hui, la plupart des gens utilisent la DeFi sur leur ordinateur. Ouais. Euh, Moi, je pense qu'il y a deux raisons à ça. Tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Je pense dans un premier temps que les gens ont l'habitude de gérer leur argent via leur ordinateur. En fait, en réalité, les gens, ils ont peur de faire des bêtises avec leur téléphone. On a plutôt l'habitude d'avoir une interface sur notre PC, tout simplement, où on voit plein de choses en même temps. Le téléphone, on l'utilise plus pour envoyer des messages et tout ça. Et le deuxième truc, c'est que le téléphone, c'est une passoire en termes de cybersécurité. Alors, ça dépend lesquels, hein, mais voilà, je ne vais pas citer de nom de marque et tout ça, mais il y en a qui sont plus des passoires que d'autres. C'est vrai que rentrer une clé privée sur un téléphone, bah, tu as plus de chances de te faire hacker que la rentrer sur ton PC. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, qu'on en parlait tout à l'heure, hein, mais que sur les applications bancaires, bah aujourd'hui on se connecte pas en rentrant un mot de passe directement, pour la plupart, hein, ça dépend, mais en fait on se connecte en rentrant des chiffres qui eux-mêmes changent de position, parce que même c'est plus difficile à avoir pour un hacker ta position, le chiffre qu'il y avait à ce même endroit, alors que rentrer une clé privée directement sur un portefeuille, ça se fait, hein, il y a plein d'applications qui le fait, ça marche très bien, etc. En termes de ça marche, oui ça marche, il n'y a pas de problème là-dessus, mais oui c'est sûr que voilà, tu as plus de chances de te faire avoir, et d'autant plus si tu es sur une Wi-Fi publique, alors ça, laisse j'en tomber. parle même pas, mais laisse tomber. Il faut jamais se connecter avec une clé privée sur une Wi-Fi publique. Totalement, que ce soit d'ailleurs ordinateur ou mobile, hein, ça Oui, change là pas. pour le coup, ça change pas, mais sur le téléphone, tu fais moins Ouais. attention. Hein. Non, mais totalement. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en termes d'UX, le mobile, c'est très intéressant parce que voilà, ça tient dans une main, etc. Donc très, très user-friendly. Et moi, je vois énormément de wallets, DeFi wallets, aussi des perps DEX, des DEX qui cherchent vraiment à développer cette mobile-app parce que dans l'idée, bah, entre guillemets, ils peuvent faire plus d'argent facilement parce que l'utilisateur, il met son empreinte digitale, il ouvre l'application, en 2 clics, en fait, il peut trade et en fait, comme ça, les produits font beaucoup plus d'argent. Mais je suis assez d'accord avec toi que, en tout cas, les gens un peu plus conscients, un peu plus professionnels, ils ont pris l'habitude de faire de la finance, donc DeFi, sur un ordinateur. Après, je pense quand même qu'on tend de plus en plus, que ce soit dans la finance centralisée, la finance traditionnelle, la DeFi, quoi que ce soit, vers un peu tu vois, cette gamification de la finance. Je vois même beaucoup eToro par exemple, Robinhood, etc., qui Revolut, qui est assez monstrueux, voilà, qui sont vraiment full mobile. Et donc moi je pense quand même qu'on va tendre de plus en plus vers de la mobile compatibilité. Et je pense que la DeFi est en train de vraiment focus là-dessus. Tu vois, nous par exemple avec CD, on essaie de faire des partenariats avec pas mal de DeFi wallets. Et je vois à quel point pour eux c'est super important la compatibilité mobile. Et ouais, quasiment 50%, 60% de le user base par exemple d'un Leap Wallet, qui est quasiment leader tu vois, sur Cosmos, et mobile only. Tu vois. Donc ouais, mobile, pour répondre à ton point, je partage ton avis. Moi aussi, tu vois, je suis quasiment que sur ordi pour toutes mes opérations DeFi. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs que veulent targeter tu vois, la DeFi, les builders de la DeFi qui sont que sur mobile. Et donc là, il faut aller leur apporter ce genre de service. Tu vois. Je pense aussi, tu parlais des applications qui sont full mobile, mais je pense que c'est quand même aussi un peu deux sujets différents parce qu'en fait, les banques, elles, ont eu énormément de mal à être mobile friendly depuis les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais du coup, il y avait vraiment des parts de marché à prendre. Et aujourd'hui, tu as des néobanques qui, c'est même presque compliqué de se connecter sur un PC, en fait, tellement elles sont mobile friendly. Revolut, impossible, je crois. Hein. Ouais, ça doit être possible, mais je sais pas si tu peux faire beaucoup d'opérations. Mais oui, du coup, il y a un marché à prendre. Mais là, le sujet qui est différent, et on n'a pas tout à fait encore abordé le fond, mais c'est qu'en fait, sur la DeFi, tu n'as pas le droit à l'erreur. En fait, tu fais une connerie sur ton téléphone, tu envoies de l'argent à quelqu'un, bah, il va pas te le renvoyer. Voilà. Il n'y a pas un SAV qui demande j'ai perdu mon mot de passe ou j'ai envoyé à un pirate, contrairement à une BNP Paribas où en gros, bon, même si tu te fais hacker, la BNP va peut-être te rembourser, va être caution de ses frais en fait. Et en fait, c'est moi ce que j'aime beaucoup dans la DeFi, tu vois, c'est que entre guillemets ça te responsabilise. Donc effectivement, bon, c'est plus de risques, on peut se dire, mais aussi plus de responsabilité, plus de liberté. Et moi personnellement, c'est comme ça que je vois la finance, tu vois. C'est vrai, ouais, c'est une vision, mais en effet, le fait qu'on n'ait pas le droit à l'erreur, bon, ça c'est un autre sujet parce que ça fait plutôt partie des risques que de l'expérience, parce que in fine, tant que tu t'es pas fait avoir, tu comprends pas que tu t'es fait avoir parce que l'expérience utilisateur était pas ouf. Celle sur MetaMask, voilà, tu connais l'expérience utilisateur. Il faut voir si tu envoies au bon wallet avant, ce qui est pas le cas de la plupart des applications qui permettent d'envoyer des cryptos. Mais oui, tout ça, ça fait partie. Je pense que c'est très compliqué comme sujet, en fait. Très compliqué de rester propriétaire de ses fonds et d'avoir une bonne interface pour toutes ces raisons, en fait. Totalement. Et du coup, Alexis, qu'est-ce que tu dirais pour conclure vraiment sur ce sujet de UX, UI pour la DeFi? Et j'aimerais juste que tu répondes à la question, à ton avis, comment onboarder the next billion users dans la DeFi? Comment onboarder le prochain milliard d'utilisateurs? Mais écoute, c'est une bonne question.
Moi, j'ai pas la réponse, hein, mais je pense en effet que ça passera par la vulgarisation dans un premier temps. Mais malheureusement, tu pourras pas vulgariser à tout le monde. Enfin, en vrai, on va pas se le cacher. Je pense que les vrais utilisateurs natifs de la DeFi, on restera quand même un peu une minorité. C'est juste que c'est de la finance qui est accessible à tous, même s'il faut des connaissances. On restera pas forcément. Enfin, Madame Michu va pas forcément faire la même chose que tout ce qu'on fait. Mais du coup, ça passera aussi beaucoup par l'account abstraction, où on pourra utiliser des applications finances décentralisées sans forcément avoir. En fait, tu détiens ta clé privée, oui, mais tu n'as pas besoin de t'onboarder en la notant quelque part, etc. Donc ça, je pense que ça en partie répond à ces questions d'expérience utilisateur. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce DeFi Talk. C'était super intéressant d'avoir discuté de tout ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire et suivez Blockwave aussi, suivez Blockwave parce que là, on commence à atteindre pas mal d'abonnés, même sur Twitter. Donc suivez-nous sur Twitter. Sur YouTube, donnez de la force, on en a besoin là. De la force, exactement. Et puis suivez Gabriel sur sa boîte CD Labs et moi-même sur Lobster Protocol. Merci à tous en tout cas. Avec plaisir. Ciao, ciao l'équipe. Salut.